Crime au Festival de Cannes. J.B. Livingstone. Chapitre 1er. L'assassin regarda sa victime. Étrange, pensa-t-il. Personne ne peut me prendre pour un assassin, et personne ne peut la prendre pour une victime. Ni l'un ni l'autre ne semblons promis au rôle que le destin a décidé de nous faire jouer. Mais le destin ne se déçoit jamais lui-même. Il décide, frappe, et va plus loin porter ses coups. L'assassin avait-il envie de tuer? Question stupide. Sa victime avait-elle envie de mourir? Certains désiraient me quitter une existence trop terne, disait-on. Ce n'était vraiment pas son cas. Pourquoi une victime et un assassin? Ce n'était quand même pas à lui de résoudre des mystères sur lesquels butait l'humanité depuis son apparition sur Terre. Il lui suffisait de savoir que ce crime-là n'était pas pire qu'un autre et que, surtout, il serait parfait. L'esprit tranquille. L'assassin se comporta en hôte exemplaire de l'élégante cité cannoise. À 60 ans, Monsieur Marcel, comme on l'appelait dans tous les milieux, était considéré comme le meilleur projectionniste du cinéma français. Sur les metteurs en scène, les vraies stars, les fausses, les petites et les grandes histoires du Festival de Cannes, il savait tout. Bougon, la casquette vissée sur la tête, il ne supportait plus d'attendre l'arrivée du comte Nicolas de Marimort. D'ordinaire, Monsieur Marcel commençait une projection à l'heure. Or, l'heure de celle-là était dépassée depuis 31 minutes. Furieux, il mâcha nerveusement la cigarette au papier maïs, collée comme toujours sur sa lèvre inférieure. Il jeta un regard courroucé à Henriette Villadoux, qui fit semblant de ne pas le voir. La pimpante brune de 50 ans, dont aucune vedette ne pouvait se passer, était trop heureuse d'échapper à son labeur quotidien pour se plaindre. Elle accepta le verre de champagne que lui offrit Harvey Akin, un cinéaste connu pour sa rigueur et son refus de la mode. Vera Dreyer, une superbe blonde d'une trentaine d'années, assistante de production capable de s'exprimer en 5 langues, devisait gaiement avec Kirk Formeroy, l'agent artistique de l'actrice Carla Haverstock, à laquelle Denis Murlet, personnalité du Toucan, faisait une cour assidue. Pour Carla, l'heure de gloire était arrivée. À 35 ans, elle n'était plus une jeune première, condamnée à faire scandale ou à tourner des films sulfureux, reconnue comme une professionnelle sérieuse, capable d'apprendre un texte et de se glisser dans la peau de personnages très divers, Carla Haverstock jouait sur la durée. Sur le terrain depuis une vingtaine d'années, elle avait interprété quantité de premiers rôles dans des films de second ordre et de second rôle dans des films de premier ordre. Les critiques s'accordaient pour dire qu'elle avait une longue carrière devant elle et qu'elle saurait incarner à la perfection des femmes de 40, 50 et 60 ans. Contrairement à beaucoup d'actrices, elle ne succombait à aucune dépression pendant un tournage, ne discutait pas ses contrats chaque jour, acceptait les exigences du metteur en scène et servait le film plutôt que ses propres caprices. Ses qualités semblaient la condamner à une existence un peu terne, loin des feux de l'actualité et des journalistes en mal, d'anecdotes croustillantes. Cette année, pourtant, Carla Haverstock prenait un virage décisif. Elle, que l'on comparait souvent à Ava Gardner, avait réussi une fantastique composition dans « La mort n'est pas une fin », inspirée du roman d'Agatha Christie. Dans une semaine débuterait le festival et, de l'avis des personnes autorisées, le premier prix d'interprétation ne pouvait lui échapper. Aucune autre actrice, dans les œuvres en compétition, n'atteignait une telle perfection dans l'art dramatique. « Vous êtes ravissante, Carla », dit Kirk Formeroy avec chaleur. « On jurerait que vous me voyez pour la première fois, Kirk. » D'une certaine manière, ma chère, c'est peut-être vrai. Monsieur Marcel, quoique blessé, admit en son fort intérieur que Carla Haverstock, vêtue d'une simple tunique de mousseline, formant un nœud sur l'épaule droite et laissant l'autre dénudée, resplendissait. Sur sa gorge délicate, une rivière de diamants. Navette retenait un pendentif, composé de diamants blancs et bleus, boucles d'oreilles dorées avec perles, épingles d'argent dans les cheveux, noir et sac en passementerie, au fermoir de jade, étaient ses seuls ornements. Comment s'est déroulée votre entrevue avec la reine Élisabeth? Demanda Denis Murlet, dont le smoking vert ne passait pas inaperçu. Désolé de ne pouvoir satisfaire votre curiosité. Pourquoi ce mutisme? Carla Haverstock se tourna vers Harvey Akin, vêtu d'un pantalon violet et d'une chemise largement ouverte sur un torse sportif. Votre prochain film avance-t-il? Pas aussi vite que je le voudrais. C'est le propre des vrais artistes, apprécia Vera Dreyer. Les vrais artistes,
C'est moi qui m'en occupe, intervint Kirk Formeroy crispé. Vous devriez ajuster votre nœud de cravate, recommanda Akin, ça fait négliger. Occupez-vous de vos affaires. Allons, messieurs, ces affrontements sont puérils, jugea Vera Dreyer. Henriette Villadou observa Hitchcock, le caniche de Carla Haverstock. Le petit chien ne quittait pas des yeux le buffet, où trônaient d'appétissants canapés. Qui n'avait entendu parler de la gourmandise de Hitchcock? Monsieur Marcel n'y tint plus. Le comte n'arrive pas, constata-t-il. Moi, je projette. Personne n'osa s'opposer au technicien. L'attitude de Nicolas de Marimore, il est vrai, était inexcusable. J'espère qu'il n'a pas eu d'accident. S'inquiéta Vera Dreyer. Tout de même, un pareil retard, déplora Kirk Formeroy. Je suis curieuse, avoua Carla Haverstock. Pourquoi suis-je l'invité d'honneur de cette projection privée? Je ne devrais pas vous le dire. Bougonna Monsieur Marcel normalement. C'est au comte. Nous sommes tous un peu dans le secret, remarqua Henriette Villadou. Kirk Formeroy devint onctueux. Ce n'est pas le comte qui a pris l'initiative de cette projection. Ma chère Carla, c'est moi. Marimore m'a permis d'utiliser sa somptueuse villa pour t'offrir ce petit cadeau, avant que la profession te place au pinacle. Vous m'intriguez. Quel est ce grand secret? L'agent artistique sourit. Anita Guzman. L'actrice pâlit. Ma mère! Mais... Voilà plusieurs mois que j'accumule de petits morceaux de film que tu n'as jamais vus. La projection commence, annonça Monsieur Marcel. Kirk Formeroy déploya un écran mobile et éteignit la lumière. Apparurent des images en noir et blanc et à l'envers. Fort irrité, Monsieur Marcel mit très vite fin à l'incident. Carla Haverstock put bientôt voir sa mère se promener au bord d'une plage, faire du vélo, essayer des chapeaux à large bord. Le film cassa. Impensable, gémit le technicien. Je n'ai jamais eu autant d'ennuis. L'œil sûr et le geste précis, il répara encore. Anita Guzman, frêle et élégante, surgit de nouveau du néant. Soudain, alors qu'elle prenait le thé dans un jardin en compagnie de quelques amis, Carla cessa de sourire. C'est impossible. L'actrice se rua vers la porte du grand salon. Au passage, elle prit Hitchcock sous le bras. Quelques secondes plus tard, les hôtes du comte, pétrifiés, entendirent une voiture démarrer sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qui lui prend? S'étonna Kirk Formeroy. Affreusement gêné, Henriette Villadou s'éclipsa. Monsieur Marcel ne tarda pas à l'imiter, bientôt suivi par Denis Murley, Harvey Akin et Vera Dreyer. Kirk Formeroy sortit le dernier de la magnifique villa du comte Nicolas de Marimore. Carla Haverstock roula à tombeau ouvert malgré l'étroitesse de la petite route. Après ce qu'elle avait vu, elle devait s'enivrer de vitesse et de l'air violent qui s'engouffrait dans l'habitacle aux vitres baissées. Elle coupa les tournants, ralentit à peine dans les épingles à cheveux et oublia l'usage du frein. Dans quel guet-apens était-elle tombée? Pourquoi lui avoir tendu un piège aussi cruel? Affolé, le caniche se tassait sur le siège avant. Comprenant qu'elle le traumatisait, Carla commençait à ralentir quand, à l'abord d'une courbe particulièrement dangereuse, un voyant rouge s'alluma. Prenant peur, elle quitta un instant la route des yeux et perdit le contrôle du véhicule. La voiture sortit de la route, passa entre deux pins, heurta violemment un roc et s'immobilisa au-dessus d'un précipice. Bien que la portière fût bloquée, l'actrice eut la certitude qu'elle pourrait sortir du véhicule avec son chien. Elle reprit son souffle, s'étonna d'être encore vivante et réconforta Hitchcock dont le cœur battait la chamade. Lorsqu'elle tenta de bouger, Carla s'aperçut qu'elle devait avoir le bras gauche cassé et la cheville droite foulée. S'extraire de la carcasse métallique serait long et difficile. Si un véhicule passait sur la petite route, fort peu fréquentée, son conducteur lui viendrait certainement en aide. De longues minutes s'écoulèrent. Elle décida d'effectuer une nouvelle tentative. En se glissant par la fenêtre ouverte, le caniche l'encouragea en aboyant. Soudain, une flamme qui grossit à une vitesse effrayante. Une flamme qui devint un brasier.